Bonjour à tous, merci d'être présents. Effectivement, l'idée de ce premier webinaire, donc organisé sous l'égide de Digital 113, c'est vraiment de se poser la question de comment est-ce qu'on commence dès lors qu'on a envie d'aller vers un numérique responsable et durable. Vous verrez, l'objectif de ces webinaires, c'est de rentrer petit à petit sur des thématiques qui vont être intéressantes pour vous, dans le sens où on va faire au mieux pour répondre à vos questions et à vos problématiques. Et là, du coup, l'idée de Voilà. ce premier C'est webinaire, bon. c'était de rentrer dans le vif du sujet sur comment est-ce par quoi on commence. Alors, euh, j'ai pour habitude de commencer par plomber l'ambiance, comme ça on n'est pas déçu. L'idée c'est de vous dire que malheureusement, oui, le numérique pollue, et malheureusement il pollue même beaucoup, contrairement à ce que peut-être certains d'entre nous peuvent penser. Euh, Quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 4,8 milliards d'utilisateurs du numérique dans le monde, pour une population mondiale qui s'échelonne aux alentours de 7,8 millions. Ça veut dire qu'on a plus de la moitié des humains sur Terre qui ont accès au numérique. Le numérique génère 3,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est plus que l'aviation civile en période normale, donc bien plus en période Covid. Le numérique consomme 10% de l'électricité mondiale, sachant que au niveau mondial, l'électricité est principalement issue de l'extraction du charbon, donc c'est vraiment très fortement émetteur de gaz à effet de serre. Si on regarde maintenant juste le 3,1 millions d'ordinateurs qui sont vendus en France chaque année, ça fait à peu près 8400 chaque jour. Vous voyez, on est vraiment sur des ordres de grandeur vraiment impressionnants. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est sans doute un graphique que vous avez déjà vu et revu, mais c'est qu'on est sur une croissance pour le moment totalement exponentielle de notre utilisation du numérique et en particulier de l'Internet, puisque voilà, on est vraiment en train d'exploser entre 97, on va dire les tout débuts de l'Internet ouvert à tous et ce qu'on prévoit pour 2022. On est vraiment sur une échelle absolument gigantesque. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le numérique pollue autant? En l'occurrence, il y a quatre raisons principales. La première, qui est la plus importante, c'est liée à l'extraction et à la fabrication des terminaux numériques. La deuxième source de pollution, c'est lié à la fois au stockage de l'information, notamment dans le cloud, mais surtout à son broadcast, extrêmement important, en tout cas pour le moment, c'est la quasi-inexistence d'une vraie filière de recyclage du numérique dans le monde. Bon, alors ça y est, on a plombé l'ambiance. Il est temps de relever un peu la tête et de se donner un petit peu d'air. Et donc l'idée, c'est de se dire que il y a un certain nombre de solutions qui s'offrent à nous, et donc par rapport à ça, il est encore temps de changer la donne. Et c'est là-dedans que s'inscrit le numérique responsable et durable. Donc en gros, l'idée c'est que le numérique responsable et durable, c'est une des facettes du développement durable. Et le développement durable, son objectif, c'est de viser à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc en l'occurrence, ça c'est vraiment l'objectif du développement durable tel qu'il a été établi en 1987 dans le rapport Brundtland. En l'occurrence, et je pense que c'est ce pourquoi on est autour de la table aujourd'hui, c'est que dans le cadre d'une activité économique, puisqu'on représente tous des entreprises, nous, ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que le numérique responsable et durable s'attache à développer des produits et des services qui soient d'une part business compatibles, c'est-à-dire qu'on puisse vivre décemment des applications ou des produits numériques que l'on va créer. Pour ça, il faut qu'ils répondent à des besoins réels et qu'ils soient en même temps économiquement soutenables à la fois pour nos clients qui les achètent,
mais aussi pour nos fournisseurs ou pour nous-mêmes. Et d'autre part, et c'est le deuxième élément extrêmement important, c'est qu'il faut que ces produits ou ces services ils soient soutenables pour l'environnement à court, moyen et long terme. L'idée, c'est de pas cramer la chandelle par les deux. Alors, ce qui est certain, c'est que, et pour démystifier les choses, c'est que malheureusement, le numérique responsable et durable, c'est clairement une tâche qui est difficile à mettre en œuvre. On le verra sans doute au travers des témoignages que l'on va avoir, mais c'est pas une tâche qui est impossible, loin de là. Alors, si on parle des difficultés, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on veut faire du numérique durable, bah, il faut s'attacher à essayer de faire l'ensemble de l'analyse de cycle de vie de nos services ou de nos produits. Et très clairement, c'est difficile et complexe à établir parce qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'a pas la main. Typiquement, savoir quel est le coût d'une requête qui passe d'un serveur à un autre, bah ça c'est extrêmement difficile à mettre en place et à mesurer. Typiquement, on en arrive au deuxième écueil, c'est qu'il y a aujourd'hui assez peu d'outils capables de mesurer précisément et correctement les impacts carbone de nos actions. Et d'autre part, bah, il y a certains leviers qui sont difficilement actionnables. Typiquement, lorsque on parle du recyclage et notamment des terminaux de nos utilisateurs, c'est-à-dire l'ordinateur ou le téléphone portable de monsieur, madame, tout le monde, qui sont nos clients, bah, on n'a clairement pas la main dessus, donc c'est très compliqué d'actionner ces leviers. D'autre part, ce qu'on verra sans doute au travers des présentations qui nous seront faites, c'est qu'il y a des difficultés intrinsèques au numérique responsable et durable. C'est que d'une part, il faut remettre complètement à plat la gouvernance de l'entreprise, et d'autre part, il faut être capable d'allier et de répondre à des défis techniques, donc purement liés à la R&D, mais aussi commerciaux, notamment de positionnement face à la concurrence, et aussi d'éducation de nos clients et de nos marchés. Bah, se rajoute malheureusement à ça le manque de compétences et d'expertise en interne comme en externe. Mais heureusement, ça change et à titre personnel, moi je trouve que ça change très très vite et donc on a des raisons d'être très optimiste. Catherine, je te laisse reprendre la main de quand tu veux. Hein, voilà, tu fais signe, tu cries quand tu veux. Bon, visiblement, tu me laisses la main. Non, alors, la vraie question de... C'est quand même plutôt une présentation que tu maîtrises toi, donc il n'y a pas de... D'accord. Voilà, ok, ça marche. Si je peux rajouter quelque chose, je rajouterai. Ça marche, super. Alors, la vraie question de notre webinaire, c'est par quoi commencer. Alors, très clairement, il y a un certain nombre de choses que l'on peut tous faire et qui sont liées aux actions numériques responsables. La première chose, c'est essayer, alors ça paraît tout bête, mais si vous essayez de vous poser la question de est-ce que vous le faites, vous verrez que peut-être sur certains aspects, vous n'êtes pas aussi vertueux que ce que vous pensez l'être. Typiquement, moi, sur certains points, je suis pas totalement vertueux. La première chose, c'est être capable de bien utiliser les emails. Donc, typiquement, c'est limiter les destinataires aux seules personnes concernées. Typiquement, c'est un mail envoyé à 10 personnes, ça fait 10 envois d'email. Donc, si sur ces 10 personnes, il y en a 3 qui ne sont pas du tout concernées, on peut économiser 3 envois et c'est mieux pour tout le monde. On va éviter d'attacher des fichiers aux emails parce que c'est lourd et on va préférer des liens vers des documents partagés. On va supprimer les images et les logos de nos signatures et on va vider régulièrement nos corbeilles pour la suppression effective des emails. Autre élément extrêmement important sur lequel nous avons barre, nous tous, dans le cadre de nos emplois respectifs et de nos sociétés respectives, c'est essayer de prolonger au maximum la durée de vie de nos équipements. Donc ça passe par le fait de conserver notre matériel, que ce soit nos ordinateurs, nos téléphones, nos imprimantes, etc., le plus longtemps possible. C'est de privilégier les mises à jour et la réparation plutôt que le renouvellement de ces matériels, de privilégier le reconditionnement à la deuxième main, et de choisir du matériel qui est réparable et par ailleurs qui est exclusivement adapté à nos besoins. Il y a parfois pas forcément besoin d'avoir le full option.
si on ne va pas l'utiliser. Ce qu'il faut vraiment garder en tête dans cet item-là, c'est le fait que dans la fabrication des équipements est de loin le plus gros impact environnemental du numérique à l'heure actuelle. Et puis dernière chose, il faut raisonner son utilisation, c'est-à-dire limiter sa consommation de vidéos sur Internet et sauvegarder en favori nos URL préférés. Donc en l'occurrence, l'idée c'est d'éviter de faire des recherches Google et de faire systématiquement les mêmes recherches Google parce que de fait, en ayant des bookmarks, on limite les émissions de gaz à effet de serre émises par Google. Autres éléments qu'on peut rapidement mettre en œuvre, que ce soit chez nous, mais aussi et surtout au bureau, c'est la mise en place d'entreprises, limiter au maximum l'utilisation de l'eau en bouteille, voire de l'eau en fontaine, parce que très clairement, on a cette chance en France d'être comment dire, dans un pays où l'eau est quasiment gratuite et surtout est potable, donc voilà, utilisons-la. Encourager, que ce soit pour nous ou nos employés, les modes de transport alternatifs. Et enfin, et ça je pense que peut-être ça va parler à la majorité d'entre vous, c'est même si c'est assez sympa d'avoir quelques goodies pas trop chers qu'on peut offrir de ci de là avec un welcome pack sur les salons et autres, moi je pense que ça peut être intéressant de les bannir carrément, en tout cas de bannir les goodies bas de gamme et ou en matériaux non renouvelables, qui par ailleurs, de par le fait qu'ils soient très peu chers, on peut se douter qu'ils sont produits dans des pays sous-développés ou en voie de développement, et par ailleurs on sait qu'ils sont en général peu durables. Je pense qu'on ne compte plus le nombre de stylobies qu'on a récupérés et qui ont tenu l'espace de 5 minutes, et puis quand on les a réutilisés, se sont cassés en deux. Autre élément, autre action facile, rapide à mettre en œuvre, au bureau, mais aussi chez vous, c'est le fait d'éteindre tous les dispositifs qui ne sont pas utilisés les soirs et les week-ends, et ce dans tous les bureaux. Je pense que, alors là, on est en période Covid, donc on est majoritairement chez nous, mais je pense que vous pouvez essayer de compter le nombre de multiprises qui restent allumées au sein de vos bureaux, et vous verrez que c'est assez impressionnant. On peut évidemment faire évoluer les appareils, donc là on revient sur un petit peu ce que je disais au début, c'est faut les réparer quand c'est possible, et on va privilégier les appareils reconditionnés. On va aussi privilégier les cycles courts, la production locale, plutôt que de passer par exemple par une grande enseigne du e-commerce américain. Ça peut être pas mal de privilégier le local, et on va aussi modérer nos usages, c'est-à-dire privilégier les conférences sans visio, même si je ne le fais pas aujourd'hui. Vous voyez, j'ai moi aussi mes contradictions. Limiter les messages, notamment de tout ce qui est messagerie interne, lorsque tout le monde est au bureau et que envoyer un Slack à tout le monde pour demander si on fait la pause café, alors que nos collègues sont juste à côté, ça peut être un élément important pour baisser notre facture énergétique. Alors tout ça, vous pouvez le retrouver, enfin quelques éléments chiffrés, vous pouvez les retrouver sur ce petit site internet qui est assez sympa, qui s'est amusé à faire ce qu'ils appellent les petits calculs savants.fr, et donc en fait ils font des calculs sur la base de quel est l'impact à la fois pour mon portefeuille, mais aussi pour pour la planète, si je passe à la gourde, si je coupe ma box internet, si j'éteins les appareils qui sont envahis chez moi. Et vous voyez que il y a typiquement le fait de passer à la gourde, ils considèrent qu'on peut gagner à titre personnel 220 € par an, enfin 218 plus exactement, c'est plutôt pas mal. Voilà, les box internet, c'est 20 à 26% d'électrique non, c'est quoi chaque année, on estime que plus de 2,66 milliards de kilowattheures sont nécessaires pour faire fonctionner les box, et ça fait 4 mois de production d'un réacteur nucléaire. Donc nous, en France, on a de l'électricité nucléaire, donc qui est plutôt peu carbonée, mais vous voyez que dans d'autres pays, ça peut vraiment être un élément extrêmement important.
Allez, rentrons vraiment dans le vif du sujet maintenant sur le numérique durable. Ça tombe bien, l'acronyme c'est vraiment un New Deal. Euh, Pourquoi c'est un New Deal? Parce que très clairement, je l'ai déjà évoqué au début, mais c'est que le numérique durable impose vraiment une nécessaire remise à plat de la gouvernance de la société de l'entreprise et de la stratégie produit. En effet, très clairement, le numérique responsable et durable n'est pas qu'un simple problème d'ingénierie. Autrement dit, c'est pas un simple problème d'optimisation sous contrainte où on cherche à minimiser un certain nombre d'objectifs, donc l'énergie consommée, l'utilisation de matières premières, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas qu'un simple problème d'ingénierie? C'est parce que la résolution du problème vient en grande partie du produit ou du service qu'on souhaite développer. Pourquoi? Parce que on arrive vraiment, et ça c'est, en tout cas pour moi, et c'est le prisme par lequel je regarde toutes les actions d'éco-conception que je fais moi au sein de Price Comparator, c'est le fait qu'il faut toujours centrer votre stratégie numérique responsable, vraiment il faut l'ancrer dans la réalité. Et votre réalité c'est quoi? C'est vos clients et votre survie économique. Et donc, de fait, votre survie économique, elle passe par votre capacité à arbitrer en permanence des choix qui peuvent être techniques, donc qui visent à réduire votre empreinte énergétique, versus votre positionnement, que ce soit votre positionnement par rapport à vos utilisateurs, et donc vos clients potentiels, vos prospects, par rapport à votre capacité à être percutant sur le marché. Donc de fait, si vous êtes sur un produit qui est trop restreint techniquement, bah, vous allez être supplanté par vos concurrents et donc bah, de fait vous allez mourir et votre solution est une non-solution. Et puis se greffe à tout ça, bah, en fait tout le reste, c'est-à-dire que bah, pour vous positionner correctement, il va falloir que vous mettiez dans la boucle votre service marketing et votre service sales, qui lui est au contact des clients, qui potentiellement va pouvoir influer et éduquer le marché, éduquer vos clients. Vous devez aussi faire en sorte que bah, dans la chaîne complète de production, bah, vous posez les questions sur des questions qui sont plus techniques, sur quelles sont les ressources que j'utilise, où est-ce que je fais fabriquer mes produits? Est-ce que c'est dans des produits à bas coût, dans des pays à bas coût? Est-ce que c'est dans des pays sur lesquels bah, on a des lois sociales qui sont un peu différentes de chez nous, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, vous voyez, ça fait un radar chart dans lequel il n'y a que vous, en tant que tel, qui pouvez vous positionner et passer votre temps, en fait, à vous poser les questions de dire, ben voilà, si je fais ça, quels sont les impacts? Et en fonction de ça, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et l'objectif, c'est évidemment d'être le plus centré possible, sachant que, bah, a priori, vous pouvez jamais être centré au maximum, puisque centré au maximum, c'est ne rien faire. Ce qui est évidemment pas le cas chez nous. Là où c'est vraiment important, vraiment, c'est de garder en tête que vous devez faire en sorte que vous devez, en tout cas c'est mon conseil, impliquer tout le monde au sein de votre société. Pourquoi? D'abord parce que c'est nécessaire, encore une fois, comme je l'ai montré dans le slide précédent, toutes les parties vont jouer, c'est-à-dire que vous avez la gouvernance, puisque c'est vous qui allez prendre les décisions, mais vous avez aussi la partie sales marketing, qui est au contact de vos clients. Vous avez évidemment la partie R&D, qui va, elle, se positionner sur la faisabilité technique des solutions que vous allez leur demander. Vous avez aussi le soutien à la production, qui doit se poser les questions sur combien ça coûte en termes de maintenance récurrente, d'avoir une solution qui est très aboutie en termes de numérique responsable, mais si ça se trouve, ça va nous mettre, nous, dans une situation un peu complexe. Vous voyez vraiment que c'est l'ensemble des parties qui doivent se retrouver autour de la table pour vraiment discuter entre elles. D'autre part, et ça c'est un phénomène qui est vraiment qui prend de l'ampleur, c'est que la plupart des collaborateurs aujourd'hui ont envie d'être impliqués dans cette vision numérique et durable. Vous aurez toujours quelques vieilles personnes de l'arrière-garde, mais dans la globalité, vous avez vraiment des collaborateurs qui ont envie d'y être. D'autre part, il ne faut surtout pas les exclure parce que comme
accompagnement au changement, c'est plus simple d'inclure tout le monde plutôt que d'imposer. D'autre part, très clairement, comment dire, ce sont vos collaborateurs qui vont être les artisans de cette transition. Euh, Ils seront aussi les meilleurs ambassadeurs de votre produit et de votre entreprise. Et du coup, la réaction, je dirais, chimique de tout ça, c'est que c'est le meilleur moyen pour vous d'attirer des talents externes, de conserver vos talents en interne, et aussi de convertir tous les autres. Que ce soit en interne les vieux ronchons ou de jeunes talents, mais qui ne sont pas encore rompus à l'exercice. Et le fait de voir qu'en interne, vous avez une dynamique qui s'est créée, c'est le meilleur moyen d'avoir du monde autour de vous. Alors comment on s'y prend concrètement? Très clairement, j'en ai déjà parlé au travers du radar chart, mais là avec Catherine, on a essayé de resynthétiser ça un peu autrement. C'est de se poser, ou du moins d'essayer de se poser les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre produit ou votre service. C'est-à-dire qu'au niveau de la stratégie, ça va être de faire un audit de l'existant, encore une fois, de votre existant, mais aussi de l'existant de la concurrence, des besoins de, de vos clients et des envies de vos clients. Une fois que vous avez à peu près déterminé le périmètre de ce que vous voulez faire, c'est de passer aux spécifications. Et là, c'est de vous poser la question de dire jusqu'où on va en termes d'impact de numérique responsable. Une fois qu'on a fait ça et qu'on est dans le contenu, c'est d'essayer d'être d'imposer ou de s'imposer une sobriété éditoriale. Voilà, ça passe par des choses assez simples assez simples, en tout cas sur le papier, sur comment je simplifie l'arborescence, que ce soit de mon site internet, mais aussi de mon application et de ses ramifications. Comment est-ce que j'allège au maximum le contenu de ce que je fournis, que ce soit des images, des vidéos, sans pour autant brouiller le message. Après, on va passer sur une partie plus technique, c'est comment est-ce que j'architecture, donc là en tout cas, on va dire purement de la R&D, comment est-ce que je m'inscris et je fais en sorte que, techniquement parlant, les objectifs que je me suis donnés soient raisonnables, encore une fois, raisonnables en termes techniques, mais aussi en termes financiers. Vous avez la même chose à faire en termes du X et du Y. Comment est-ce que je peux me débrouiller pour être le plus inclusif possible, notamment au travers des freins à l'utilisation numérique qu'on peut avoir. En termes de développement et puis du cycle de vie global, enfin du rythme d'utilisation de mon logiciel ou de mon service, c'est comment est-ce que je peux limiter les échanges de données. Est-ce qu'elles peuvent être compressées? Est-ce que je peux avoir des mécanismes de cache en local pour faire en sorte de limiter mes allers-retours en termes de transfert de données? Ça passe aussi sur quelle technologie utiliser. Elles sont plus ou moins gourmandes. Il y a une littérature qui commence un peu à émerger, donc ça peut être intéressant de se poser ces questions-là. Il y a évidemment, pour nous qui sommes dans l'édition, enfin pour ceux qui sont dans l'édition logicielle, c'est comment est-ce que j'héberge mes données, où est-ce que je les héberge. Là, il y a évidemment des facettes légales. Est-ce que je suis chez un grand hébergeur du cloud, le plus grand du monde, mais du coup je dépends du Patriot Act, mais il y a aussi, est-ce que je passe par des hébergeurs qui font du vert, en tout cas qui essayent d'être le plus vertueux possible dans leur hébergement. Est-ce que je passe par des acteurs locaux, que ce soit vraiment du local, donc OVA est un très bon exemple pour nous, notre écosystème, mais on a aussi d'autres hébergeurs en France sur lesquels on sait qu'on est plutôt dans le local. Donc toutes ces questions-là, il faut se les poser. Et puis enfin, et c'est là encore, j'allais dire la boucle est bouclée, vous avez aussi la question de votre maintenance, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites en sorte que vous limiter au maximum les opérations de maintenance qui, elles aussi, on va espérer qu'elles soient le plus vertueuses possible. Et du coup, tout ça va participer en fait à anticiper la fin de vie de votre service ou de votre produit.
Alors, malheureusement, oh bah tiens, on n'a pas traduit les slides, c'est rigolo ça. Navré. Euh, bon, vous l'avez vu, tout ça, ce sont des concepts un peu génériques, et pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas encore de solution clé en main. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution clé en main? D'abord, c'est parce que, alors là, j'ai mis I, mais c'est we refuse. Très clairement, on n'est pas encore, et je pense pas qu'on le devienne, en tout cas pas moi, je refuse d'être dogmatique. De fait, je pense pas avoir de solution. Moi, je connais pas de solution universelle, et je pense en plus qu'il y en a pas. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'en connais pas. D'autre part, ce qui est extrêmement important, et je pense qu'on le verra au travers des témoignages qu'on va avoir, c'est que chaque situation est vraiment différente et du coup doit être étudiée avec attention, de manière à ce qu'elle prenne en compte vraiment les spécificités de de chacune des situations. Que ce soit des aspects techniques, des contraintes, mais vraiment tout l'écosystème en lui-même peut être à la base d'une réflexion propre à chaque démarche. D'autre part, ce qui me paraît moi très très clair, c'est que les solutions d'aujourd'hui ne sont pas les solutions de demain. Et du coup, ce serait bien prétentieux de notre part de vous dire voilà comment il faut faire et voilà comment est-ce qu'il faut le faire. Vitam aeternam, ce sera la solution. Et d'autre part, alors ça c'est quelque chose que je dis aux étudiants que j'ai régulièrement en face de moi, mais ça marche aussi pour vous, j'en suis sûr, c'est que très clairement, je pense que vous êtes bien plus intelligent que moi pour, euh, pour répondre à vos problématiques et trouver des solutions smart, intelligentes et bien plus intelligentes que ce que moi je pourrais faire de mon côté. Euh, Quelques éléments avant de passer la parole à nos intervenants, c'est que ce qui nous paraît vraiment important dans la démarche de numérique responsable, c'est que certes, la tâche et l'enjeu est de taille, la bataille risque d'être riche en émotions avec beaucoup de difficultés, mais il y a moyen d'en faire de belles choses. Et pour ça, pour moi, il y a quelques éléments importants, c'est de vraiment euh, être dans une attitude positive en se disant on va y arriver, on va réussir à faire mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Il faut vraiment penser le problème dans sa globalité et ne pas se limiter au petit bout de la lorgnette qui serait juste de l'ingénierie pour l'ingénierie. Parce que là, on a un vrai risque d'aller dans des non-sens, notamment dans des solutions qui ne seront pas business compatibles, c'est-à-dire qui ne trouveront pas leur public. Le meilleur moyen d'avancer vite et bien, c'est de rester objectif et pragmatique. Et ça passe par la mesure. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous voulez faire, le meilleur moyen d'être sûr que ce que vous faites est bien, c'est de mesurer. De mesurer avant, pendant et après. Et du coup, et aussi de ne modifier qu'une chose à la fois. C'est-à-dire que si vous changez en même temps d'hébergeur et de technologie et de machin, bah en fait, vos mesures, vous saurez pas à quoi, même que ça soit positif ou négatif, vous ne saurez pas à quoi c'est dû. Et du coup, bah là, c'est vraiment une attitude purement scientifique, hein, c'est de changer un facteur à la fois. D'autre part, et ça rejoint la dynamique globale de la société que vous pouvez mettre en œuvre, c'est d'être tout le temps dans le challenge, voilà, et de vous dire que chaque pas que vous faites, même si parfois bah au final vous vous rendrez compte que c'est un mauvais pas, bah c'est un pas vers la solution globale. Alors, pour aller plus loin, on vous a donné et il faut que j'avance vite parce que j'ai déjà dépassé le temps en partie. Quelques pointeurs vraiment extrêmement, enfin nous qui nous paraissent importants. Vous avez l'Institut du numérique responsable qui notamment fait un MOOC numérique responsable qui est vraiment très bien fait et que je vous engage à faire et à diffuser au maximum auprès de vos collaborateurs et de tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin. C'est pas très technique, hein, c'est vraiment une découverte. Voilà, c'est des ordres de grandeur, voilà, c'est des choses à garder en tête. Et c'est vraiment très intéressant. Vous avez évidemment le greenIT.fr et le Green IT Day qui sera organisé par Digital 113. Vous avez ce petit livre qui est la sobriété numérique
par Frédéric Bordage, qui est une bonne introduction pour le numérique responsable. Si vous voulez plus vraiment plomber l'ambiance, bah, vous avez les rapports du GIEC, qui sont pour moi une mine vraiment... alors ça plombe, hein, faut vraiment avoir le moral, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Parce qu'il y a notamment les premières pages qui sont les résumés pour décideurs, qui sont une petite vingtaine de pages où il n'y a que des bullet points. Et voilà, ça pose bien le débat. Et puis vous avez aussi le Shift Project, qui est un think tank animé notamment par Jean-Marc Jancovici et qui, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un think tank qui réfléchit vraiment les problèmes, encore une fois, dans leur globalité, y compris la partie sociétale et économique, et ça peut vraiment être très très intéressant. Voilà, j'ai dépassé le temps qui m'était imparti et du coup, on va passer au témoignage de nos 3 intervenants pour du coup 2 entreprises différentes. Donc, on aura Fabienne et Jean-François pour le groupe ISIA et Hélène pour le groupe NTT Global. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et je vous passe la parole, à moins qu'il y ait déjà comment dire, des questions. Ah, je vois qu'il y en a il y en a il y en a sur le chat. Couper les périphériques électriques le soir ou le week-end n'a-t-il pas d'impact pour la durée de vie du matériel? Alors j'en sais rien. Enfin, je peux pas être affirmatif, 100% affirmatif dessus. Mais a priori, plus vous coupez du matériel, moins il s'use. Mais voilà. Alors, ah oui, malheureusement. Donc visiblement, Gautran a une vision plus précise. Donc bah, je, je vous laisse à son expertise du coup. Merci Mathias. Est-ce que qui veut prendre la main pour le témoignage? Puisque j'ai la parole, je vais commencer si ça gêne personne. Moi, je suis Hélène Brestal, je travaille pour le groupe NTT, qui est un opérateur japonais. Attendez, excusez-moi, je vais mettre ma caméra. Ça, vous savez qui vous parle. Vous me voyez, c'est bon? Oui, on te voit. Super. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience chez NTT, donc un opérateur international japonais qui fait aussi de l'installation de matériel et du réseau, sécurité, etc. chez les clients. Donc nous, la particularité de NTT, c'est que c'est donc un groupe international avec des pays qui sont assez indépendants et pourtant, enfin, qui sont indépendants dans certains choix de business, mais pas dans leur choix IT. Ce qui, évidemment, pose quelques difficultés pour la cohérence, en fait, de l'entreprise. Dans notre expérience, qu'on a commencé à faire, c'est de lancer ce qu'on a appelé des Green Lunch, parce qu'en réalité, notre objectif premier, c'était vraiment de sensibiliser tout le monde, alors que ce soit du collaborateur au dirigeant. Certaines personnes de l'organisation se sont mobilisées pour proposer des événements un peu comme celui-là aujourd'hui en interne de l'entreprise, de façon à pouvoir un petit peu collecter les remarques, les questions, et puis commencer à sensibiliser les gens et leur permettre un petit peu d'apprendre tout ce que vient d'expliquer Mathias aujourd'hui, par exemple. En tout cas, certainement moins bien fait que Mathias aujourd'hui. En tout cas, donner des pistes à un petit peu tout le monde sur ce qu'était que la pollution numérique et pourquoi est-ce qu'il fallait s'y atteler. On a également réalisé des sondages au sein de l'entreprise, également pour connaître le niveau de connaissance des personnes et leur implication souhaitée. Et on a eu plutôt de bons retours, de bonnes surprises, ce qui a permis aussi d'enclencher pas mal d'actions internes, évidemment, mais des actions collectives et le suivi de certaines actions. On n'a pas réinventé la roue, donc il y a certaines choses que Mathias nous a présentées, notamment au niveau de l'envoi de mails et de pièces jointes. Ça, une fois que les gens étaient sensibilisés à l'explication de la pollution numérique, au sein de l'entreprise, on systématisait la création d'espaces collaboratifs dans lesquels on déposait un document et pour lequel on donnait des accès.
ou des liens pour que les gens puissent consulter ce document. Donc, ça nous a permis également, au-delà de faire des efforts sur nos pollutions numériques, cela nous a permis également de renforcer notre collaboration, voilà, notre travail collaboratif sur les différents cadres, les différents projets. Voilà, ça a été parmi les actions les plus simples, en fait, d'autant que, pour la petite anecdote, les gens se rappelaient un petit peu les uns les autres en disant « Ah bah tiens, tu viens de mettre un document dans un mail, mets-le plutôt dans cet espace. » Voilà, parce qu'on faisait le calcul, en fait, du nombre de mégas par document qui est envoyé et du nombre on multipliait les mégas du document concerné par le nombre de destinataires, et donc on disait bah, voilà ce qu'on n'a pas économisé aujourd'hui. Voilà. Donc ça pouvait être assez intéressant pour que les gens se représentent ce qui pouvait très facilement devenir être important. Voilà. Une autre action qu'on a menée au sein de notre entreprise, c'est d'impliquer évidemment la gouvernance en leur demandant de signer une charte, donc la charte de l'INR, qui permet de pouvoir engager à minima moralement nos dirigeants, mais poussés en fait par le reste de l'entreprise et également poussés par les appels d'offres, je dois avouer, qui nous ont été soumis avec des demandes de notre niveau d'implication sur ces sujets-là. Cela nous a aidé à faire agir notre CODIR. En termes de difficultés, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans la mesure où on est un grand groupe, on n'a pas la main sur tout, et notamment sur les achats. Donc, à ce stade, à ce jour, notre plus grande difficulté est d'arriver à changer la politique d'achat de nos équipements. Et pour le moment, c'est un échec, mais ce n'est pas terminé. Donc, voilà, on va continuer à travailler sur le sujet, et c'est aujourd'hui le cheval de bataille de notre équipe au sein de NTT qui lance les actions et qui les suit. Voilà un peu le retour d'expérience chez NTT. S'il y a des questions... Merci Hélène. Oui, moi je veux bien une petite question sur, je sais pas, sur l'usage de la vidéo et son explosion depuis 1 an avec cette crise sanitaire mondiale que nous connaissons. Est-ce que tu peux... De la visioconférence, tu veux dire? Oui. Alors, des pratiques se sont mises en place assez naturellement, un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire quand les gens veulent quand on est nombreux et quand les gens veulent s'exprimer, ils allument la caméra pour pouvoir voilà, se montrer. Ou alors en début de réunion pour dire bonjour et ensuite tout le monde éteint la caméra. Soit le speaker reste avec la caméra allumée, soit il y a une présentation et dans ce cas-là, l'image n'est plus nécessaire et donc tout le monde coupe les caméras. Et c'est de cette façon-là que les gens voilà, économisent souvent la bande passante. Il y a une question de Dimitri. Quels sont les arguments des achats pour ne pas changer de politique? C'est une très bonne question. Alors, très souvent, c'est parce qu'ils sont ancrés aussi dans les principes et des modes de fonctionnement de ROI. Quand on est un grand groupe, il faut qu'on aligne tout le groupement d'achat de tous les pays. Aujourd'hui, en France, on a une loi qui tend à être de plus en plus présente. On va dire que la loi anti-gaspillage, en fait, fait beaucoup de petits. Et d'ailleurs, il y a un décret qui est passé en début d'année et qui va... Pardon, le décret n'est pas passé. Le décret se passera probablement en 2022. Il y a une loi qui a été votée par le Sénat en début d'année pour justement imposer aux entreprises un peu plus de conscience, notamment dans leurs achats numériques. Donc, c'est un des biais par lesquels on souhaite passer. C'est un petit peu comme à l'époque de la RGPD, je pense qu'on l'a tous connu. Il a fallu attendre qu'on soit un peu au pied du mur avant que les entreprises se mettent vraiment à appliquer ces règles-là. Et là, on essaye d'apprendre un petit peu nos erreurs de ce point de vue-là, donc d'anticiper un peu et de montrer à notre gouvernance qu'il faut prendre en compte qu'il faut anticiper cette loi qui de toute façon va arriver très vite. Vous avez des indicateurs permettant de connaître l'impact. Alors ça dépend de quoi on parle. Ça c'est la question de Franck. Franck, si vous voulez préciser votre question. De l'impact de chacune de nos actions, alors c'est bien, j'avoue qu'on ne le fait pas systématiquement, d'accord. J'avoue qu'on ne le fait pas systématiquement, mais comme je disais tout à l'heure, l'impact
d'une pièce jointe qu'on rajoute dans un mail, on multiplie par le nombre de destinataires et on sait très rapidement en fait qu'est-ce qu'on a économisé ou pas justement quand on n'a pas fait cet effort. Voilà de mon côté. Est-ce que Hélène, tu peux dire un tout petit peu plus sur la signature de la charte de l'INR? Tu en as parlé sur une façon d'inclure la gouvernance. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour, je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur petit 1, est-ce que c'est un exercice compliqué? Petit 2, en quoi ça engage? Alors, en soi, ça n'engage à rien si ce n'est à prendre conscience de l'impact que nous avons tous dans nos activités quotidiennes. Donc, c'est ce qui a permis aussi de pouvoir, à ce que nos dirigeants puissent, pour tout vous dire, il y a 2 facteurs qui nous ont permis de signer la charte. Le premier, c'est que l'engagement moral, il ne s'agit aujourd'hui que d'un engagement moral. Lorsqu'on signe la charte, je pense que lorsque ISIA témoignera, ils expliqueront peut-être la labellisation par laquelle ils sont passés. Nous, on est dans l'étape d'avant, on est dans l'étape de la charte. Donc, l'engagement n'est que moral, mais ça permet vraiment de mettre tout le monde en action. Et donc, ça a vraiment été un élément important pour notre petit groupe de RSE pour pouvoir déclencher en fait de la sensibilisation auprès des collaborateurs, parce que beaucoup se demandaient mais qu'est-ce que c'est que cette charte? Donc évidemment, on l'a mise à disposition, enfin on a mis à disposition de tout le monde le lien pour aller consulter la charte, qui est grosso modo vraiment une prise de conscience sur l'impact des entreprises dans leur quotidien. L'autre élément qui nous a aidé à signer la charte, c'est que ça a été aussi un élément déterminant pour des réponses à des appels d'offres. Certains de nos clients nous demandaient pour des appels d'offres de positionner. Je crois que quelqu'un a son micro allumé ou alors quelqu'un souhaite poser une question. Excusez-moi. Jean-François, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Merci. Oui, donc je disais, excusez-moi, que oui, l'autre élément, c'est que nos clients nous ont demandé quelle était notre maturité en termes de Green IT. Et ça a été également un déclencheur pour je vais dire, inciter fortement nos dirigeants à signer la charte pour lancer en fait ces actions-là et pour envoyer un message à nos clients en disant on se met en mouvement. On n'est pas forcément au top d'une maturité importante, mais cela nous permet de enclencher une démarche et une évolution et forcément plutôt un mieux, quoi. Voilà. Merci Hélène. Merci à vous. Je passe la main à Jean-François peut-être. Oui. Vous nous entendez? Oui, Oui, c'est bien, bon. on entend. Ok. On vous a un peu trop entendu, je pense. Je suis désolée. Désolé. On a profité de l'inspiration de certains pour manger un petit peu en même temps, et c'est voilà. Désolée. Donc peut-être le temps qu'on affiche le support qu'on a préparé en guise d'intro. Oui, nous aussi on va vous partager notre retour d'expérience, là où nous en sommes, et on reviendra sur les premiers pas. Comme ça a été dit au départ, c'est vrai que c'est quelque chose de très vaste quand on souhaite s'inscrire dans une démarche de numérique responsable. Et finalement, Mathias l'a bien dit tout à l'heure, c'est vraiment, ça va être propre à chacun d'entre vous. Et donc, nous, ça va être notre retour d'expérience. S'il y a des idées ou voilà, des choses qui peuvent vous intéresser, on pourra bien évidemment développer dans la partie questions-réponses. On a essayé de vous faire un petit tour d'horizon des étapes par lesquelles nous étions passés. Alors, peut-être rapidement pour se présenter, parce qu'on ne se connaît pas tous. Est-ce que Jean-François, toi, tu veux faire cette partie-là? Donc, Jean-François Capla, je suis co-dirigeant et co-président du groupe ISIA. Fabien qui m'accompagne. Jean-François, on ne t'entend pas très fort. Vous ne m'entendez pas très bien? Oui, voilà, non. Ouais. Oh. On entendait mieux votre collègue, Fabien. Ouais.
Peut-être un petit mot déjà, parce que ça nous permettra aussi de comprendre pourquoi le numérique responsable ou le numérique durable et pourquoi c'est un sujet pour nous. Donc nous, en fait, notre cœur de métier en tant que SN consiste à concevoir et à conseiller et à développer des solutions numériques sur mesure. Ça, on fait ça depuis 25 ans, sachant qu'on a intégré depuis très longtemps la RSE je dirais vraiment dans l'ADN. C'est quelque chose qui est très, très présent chez nous depuis le départ, en fait. Et donc, on s'est posé la question il y a en 2016-2017 sur la manière dont on pouvait donner corps à cette RSE dans notre cœur de métier. Et c'est là on a commencé à s'intéresser au numérique responsable, au numérique durable. Et on a donc intégré l'éco-conception dans notre cœur de métier. Et donc, aujourd'hui, vraiment, on a vraiment développé une expertise là-dessus. Et voilà, donc tout ça, c'est relayé et porté par une vision. Je parlais de RSE, et ça se traduit par l'intelligence collective et le numérique au service d'une société responsable, parce qu'on est attaché vraiment à la question autant de l'environnement que de la santé. Et quand on parle de société responsable, c'est vraiment ces notions-là derrière auxquelles nous sommes attachés. Donc un petit mot, mais très, très rapidement, hein, je l'ai dit, ça fait 25 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on a une vision partagée, c'est ce qu'on vient de vous dire. Et on a aujourd'hui 127 collaborateurs et 160 clients, présence sur 4 sites, donc Montpellier, le siège social, Paris, Lyon et Montpellier, Paris, Lyon et Nantes aussi. Voilà. Donc, par rapport à notre implication aujourd'hui dans l'écosystème du numérique responsable, on y reviendra, mais effectivement, on est la première entreprise aujourd'hui à être labellisée numérique responsable. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur le processus et comment ça s'est mis en œuvre. Mais on est également contributeur au sein de l'INR, qui est l'Institut du numérique responsable. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, on est à la fois dans le conseil d'administration, mais on est aussi membre du conseil scientifique. Donc, l'INR, c'est vraiment un think tank qui vise à faire avancer la connaissance sur le sujet du numérique responsable et à impliquer les acteurs, que ce soit des collectivités publiques, des associations ou des acteurs du secteur privé. Donc l'idée, c'est vraiment d'agréger un maximum d'acteurs et de promouvoir la connaissance et des bonnes pratiques autour de ces sujets-là. Donc on est aussi partenaire de l'agence Lucie, qui porte aujourd'hui le label numérique responsable, dont l'INR est à l'origine, mais aujourd'hui c'est l'agence Lucie qui déroule le processus de labellisation avec Bureau Veritas. Et donc aujourd'hui, nous on intervient en soutien de l'agence Lucie pour aider les organisations qui s'intéressent à la labellisation et qui souhaitent rentrer dans un processus de labellisation, parce que c'est un processus, tout à l'heure, Hélène en parlait, la charte n'est pas engageante. Par contre, le label numérique responsable, lui, est engageant. Et ça demande vraiment de structurer une démarche et d'impliquer les différentes parties prenantes. Et donc, nous, au travers de l'expérience qu'on a effectivement capitalisée dans cette démarche-là, on intervient en conseil, en accompagnement de structures qui veulent rentrer dans la labellisation et qui souhaitent effectivement être labellisées. Et puis, on est également signataire du Planet Tech Care, du Syntec, du manifeste. Alors, tu veux continuer? Allez. Comme on vous l'a expliqué, c'est vrai que notre démarche, nous, elle n'a pas démarré avec la volonté de partir et d'aller sur le numérique responsable. Ça s'est plutôt imposé à nous. Alors pourquoi? C'est parce que dans notre démarche, il y a quelques années de cela, on a décidé à un moment donné de formaliser notre vision d'entreprise. Notre objectif, c'était vraiment de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs, on était déjà plus de 100 à l'époque, nous nous inscrivions tous dans la même direction. Et c'est ainsi qu'on a matérialisé la vision, comme disait Jean-François tout à l'heure, avec l'intelligence collective, qui est quelque chose qui est très important pour nous et qui nous a amené notamment à faire beaucoup évoluer notre organisation interne. On parlait tout à l'heure de l'importance d'arriver à embarquer toutes les parties prenantes. Ça a été un vrai appui. Donc, il y avait vraiment ce travail d'intelligence collective et notre cœur de métier, le numérique, qu'on souhaitait mettre au service d'une société plus responsable. Comment la trajectoire? On avait vraiment à cœur de définir
chaque étape avec l'ensemble de nos collaborateurs. Naturellement, la déclinaison, on va dire, de ce numérique au service d'une société plus responsable, c'est devenu le numérique responsable. Mais avant cela, la première, on va dire, action très concrète qui a été menée, c'était sur cette ligne-là, hein, du numérique responsable, c'était la participation à l'opération Green Concept. Donc, quand elle a été lancée en partenariat avec la CCI à l'époque. Et c'est vrai que ça a été les premiers pas sur cette question d'une analyse de cycle de vie simplifié à l'époque, pour mieux prendre connaissance, parce qu'autour de ce programme-là, il y a eu des formations à l'éco-conception. Voilà, il y a eu un certain nombre déjà de premiers pas, et on y reviendra un petit peu sur ces premiers pas que nous avons fait assez naturellement à l'époque sans poser le nom de numérique responsable dessus. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a avancé dans cette démarche-là, avec une étape importante pour nous aussi, comme c'était dit par Hélène, c'était la signature de la charte, qui permet quand même de matérialiser quelque chose et de concrétiser une volonté d'y aller. Et puis, plus récemment, la labellisation numérique responsable, qui là, en termes de démarche, peut être un véritable outil. Parce que finalement, quand on est déjà dans cette volonté, le fait d'aller vers une labellisation, ça permet de structurer ses actions, de les prioriser, de s'organiser. Donc, nous, on en a vraiment fait finalement un marchepied sur ce sujet. Alors, comme je disais, en fait, finalement, au sein d'ISIA, il y a toute cette culture développement durable, mais qui n'était pas structurée, mais qui était assez présente dans un petit peu toute l'organisation de l'entreprise. Ça a été vraiment facilitant, parce que très tôt, on a pu mettre en place des actions concrètes et qu'on est venu valoriser dans les étapes de labellisation. Donc, par exemple, au niveau de la gouvernance, il y a très tôt eu l'organisation d'une petite cellule qui s'appelait Happiness Committee, qui avait pour objectif d'être à la fois sur les questions de prévention, de promotion de la santé, mais également nos actions sur les questions environnementales. Là, on parle de quelque chose qui est totalement transverse à l'organisation d'entreprise. Et ce qui était bien avec ce groupe de personnes, c'est qu'il réunissait des personnes de tout horizon. Genre, cela dit, on a 4 sites en France, il y a des personnes un petit peu de tous les sites, des personnes qui étaient de tout métier et de tout univers au sein même de l'entreprise. Et c'est ce petit groupe qui finalement a été pionnier de l'organisation et de la structuration des actions chez nous, et naturellement a commencé à nous amener à nous poser les questions de la labellisation. Un exemple, et c'était, je trouve, assez rigolo à partager avec vous, c'est que dans les premières actions qu'on a commencé à faire, à un moment donné, on s'est dit, bon allez, on va enlever tous les gobelets des fontaines à eau et on va offrir un mug à tout le monde. Comme ça, tout le monde aura un mug pour pouvoir soit boire son café, soit se servir un verre d'eau dans la journée. Bon, on va faire attention aux mugs qu'on sélectionne. Et malgré tout le travail qu'on s'est donné pour sélectionner l'entreprise qui allait nous fournir ce goodies-là, quand les mugs sont arrivés, j'ai cru que les personnes allaient s'évanouir quand elles ont ouvert les cartons, parce que dessous, il y avait un superbe Made in China. Enfin, au final, quelque part dans la chaîne, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas maîtrisé. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas facile d'avoir des sortes de garanties sur ces questions-là. Et d'abord, les questions de labellisation ont commencé à nous intéresser pour nous tourner vers des entreprises qui mettaient en avant cette démarche-là. Et tout naturellement, on a souhaité se l'appliquer à nous-mêmes en se disant, mais ça peut être important, parce que oui, on a plein d'histoires à raconter, on a plein d'actions concrètes qu'on peut partager, et c'est autant vrai au sein de l'équipe de direction que parmi les collaborateurs. Mais à un moment donné, ça reste des histoires qu'on raconte, et comment on peut venir essayer d'apporter un petit peu la preuve et la mesure. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est inscrit finalement dans la démarche de labellisation. On était prêt à le faire. C'est pour ça qu'elle nous a... Et on ne l'a pas trouvée trop coûteuse, c'est certain, on pourra revenir dessus. C'est du temps. Ça demande de rassembler beaucoup de documentation. Mais c'est vrai que dans notre cas, c'est venu se poser sur un certain nombre d'actions qui étaient déjà là. Voilà, ça, c'est un petit peu l'atout qu'on a eu.
Je passe un petit peu plus vite sur les autres actions, mais c'est vrai que donc très, très rapidement, cet état d'esprit, ces valeurs étant très diffuses au sein de l'entreprise, on n'a pas eu de mal à embarquer toute l'équipe COMEX. La direction était déjà partie prenante et les collaborateurs étaient très, très réceptifs. Alors pour ça, on s'est donné les moyens d'organiser des événements qui rassemblaient les personnes à grande échelle en utilisant des techniques voilà, que certains connaissent peut-être en intelligence collective, comme les World Café, qui sont vraiment très, très pratiques pour faire participer tout le monde à des réflexions d'ampleur au niveau entreprise. Et Mathias en parlait tout à l'heure, c'est vrai que le fait que l'impulsion et que le choix de s'inscrire dans cette démarche soit impulsé au plus haut niveau, ça a été quand même vachement facilitant parce que étant à la tête de l'organisation, et on n'a pas eu de mal à embarquer le COMEX. Et c'est vrai que c'est vraiment un point super important d'avoir un engagement de la direction pour pouvoir rentrer dans cette démarche-là. Si c'est uniquement un service RSE ou un département de développement durable qui porte le sujet, ça, en termes d'effet de levier, c'est pas du tout la même chose. C'est important que tu en parles parce que c'est vrai que nous, il y avait un petit peu il y avait quelque chose qui vibrait en nous sur ces questions-là, mais il y a vraiment tout un travail de sensibilisation qui va être important à mener. Nous, on le voit par exemple avec certains de nos collaborateurs. Hein. Aujourd'hui, il y a vraiment, c'est des actions qui sont importantes pour nous, mais dans l'autre sens, ça peut être vrai avec tous les acteurs de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi chez nos clients et dans notre écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont envie, qui sont partantes, mais bien souvent, au niveau de la direction des COMEX, ça ne suit pas. Donc, voilà, il y a vraiment un travail de sensibilisation et de formation à faire au sein des équipes de direction et des COMEX pour pouvoir les embarquer. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Quelque chose aussi, dans notre retour d'expérience, c'est que finalement, cette démarche-là, qui fait appel à tous les services de l'entreprise, se recoupait avec d'autres dossiers qu'on pouvait avoir. Donc, par exemple, c'est des petits exemples d'actions, mais on a organisé ce qu'on appelait des happy time. Donc, c'était des temps de sensibilisation courts sur la journée où on réunissait les collaborateurs par petits groupes et puis il y avait un temps d'échange sur certaines questions. Et typiquement, tout à l'heure, on parlait des questions d'arrêter les ordinateurs, d'essayer d'avoir ces démarches-là. Ben, nous, c'est complètement venu se recouper avec un sujet plus orienté santé à la base, qui était la déconnexion. Voilà. Bien évidemment, on surfe sur les événements qui peuvent être aussi au niveau national ou européen, comme la semaine européenne de réduction des déchets numériques, le Cyber World Cleanup Day, où on y a participé physiquement, en plus en rassemblant d'autres entreprises là où on est installé au niveau de notre siège social, pour nettoyer donc physiquement un coin de campagne. Et puis, plus récemment, sur la partie numérique. Et puis, on organise des tech cafés, là, plus sur des sujets d'éco-conception, de démarche UX. Donc, il y a vraiment tout ce travail de sensibilisation, d'en parler, d'en reparler. Et c'est vrai que ces actions-là, elles me paraissent importantes. Oui, après, il y a aussi un élément important, c'est qu'on l'a fait aussi de forme de jeu, le Cyber World Cleanup Day. Et c'est vrai que les collaborateurs ont plutôt bien joué le jeu, ils se sont pris au jeu. C'est vrai que le côté ludique, parce que derrière toutes ces questions-là, ça peut être, Mathias le disait tout à l'heure, relativement plombant. Mais on peut aussi mettre du fun là-dedans. Et quand on y arrive, effectivement, et là, pour le coup, ça avait plutôt bien fonctionné. Ça contribue vraiment à créer une énergie, à créer une dynamique en interne. Et c'est vrai que même dans la manière d'évoquer le sujet, on a, nous, au maximum, évité d'être stigmatisant et être dans l'incantation. Il faut, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et d'être plutôt dans l'encouragement, dans la sensibilisation. Parce que le côté un petit peu ayatollah, ça peut être réduitoire, être complètement contre-productif et bloquer, quelque part, braquer certains collaborateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment aussi en tête. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc on vous a juste remis voilà, ce qui se passe au moment où on signe cette charte. Dans cette charte, c'est vrai que ça peut être un très bon support déjà pour en parler, pour commencer à sensibiliser différents niveaux. Et c'est quelque chose qui est en train de pas mal se développer.
pour participer à des groupes de travail au niveau de l'INR, notamment sur ce sujet-là. Ça se développe aussi. Il y a des associations sœurs là, qui sont créées en Belgique et en Suisse. Au niveau Belgique, là, ils en ont signé plein. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de démarrer avec la signature de la charte. Et puis donc, le pas d'après, pour nous, c'était la labellisation. Donc, comme on a parlé de la charte tout ça, nous, on va peut-être un petit peu plus vous présenter le label, donc le choix du label. Ce qu'on a trouvé intéressant avec ce choix-là, c'est que finalement, il va vraiment faire le zoom sur une démarche d'amélioration continue. Donc, le label, il va nous amener à faire d'abord un autodiagnostic, qui est bien sûr audité, hein, bien évidemment, et on va prendre un certain nombre d'engagements sur plusieurs années. Il y aura un audit intermédiaire, mais derrière, ça vient vraiment guider finalement le plan d'action pour faire les premiers pas. Donc, ça peut être adapté à des premiers pas ou à des pas suivants, puisque au bout de 3 ans, on va pouvoir renouveler cette labellisation. Mais le label, ce qui est très, très intéressant, c'est que ce n'est pas un certain nombre de critères, on va dire, à remplir. On l'obtient, on ne l'obtient pas, on le perd. Il va vraiment venir encourager la démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire s'il y a des choses qui ne se sont pas produites comme on l'avait imaginé, parce que Mathias a dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui bouge en permanence, qui se structure. Il y a des outils qui se mettent en place et qui n'existent pas encore. Donc voilà, le label accompagne cette réalité-là. Ce qui est important, c'est qu'il voit que l'entreprise s'organise, se préoccupe et fait réellement bouger les choses avec bien évidemment une notion d'indicateur et de mesure en parallèle, associée. Nous, on le voit vraiment comme une méthode qui peut être aidante pour quelqu'un qui aurait envie de réellement s'inscrire dans quelque chose de mesurable et de concret. Voilà, là, il y a quelques exemples d'actions qui, pour le coup, sont déjà passées, mais qui nous ont amenés sur des matérialisations en termes toujours de sensibilisation, de communication sur les engagements. On a un politique d'achat responsable, et puis on a aussi un engagement à part entière sur l'intégration du numérique responsable et de l'éco-conception dans notre cœur de métier. Et comme le disait Fabienne, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait, avant la labellisation, quelques personnes qui avaient déjà été formées à l'éco-conception, mais aujourd'hui, il y a tout un programme et tout un plan d'action pour former l'ensemble de nos collaborateurs à l'éco-conception. Donc, ce n'est pas le label qui est venu. Effectivement, on a réussi quelque part à avoir le label. On a eu le label sans avoir l'ensemble des collaborateurs qui étaient formés à l'éco-conception. Mais un des engagements, c'est justement de dire on va former et on forme nos collaborateurs à l'intégration de l'éco-conception dans leur quotidien, dans leur métier. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut s'améliorer en permanence. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de rester humble aussi sur là où on en est. Tout le monde peut finalement mener ses pas dans le sens qui lui est le plus approprié. Et ce qui est très, très intéressant aussi au niveau communautaire, c'est le partage. Parce que finalement, les premiers pas qu'il y a fait, les premiers pas qu'une autre structure aura fait, c'est toujours bon à prendre, parce qu'elles vont se dire, mais ça, nous, c'est vrai que on n'en est déjà pas loin, ou ce ne serait pas grand-chose de pouvoir le faire. Et c'est vraiment de le prendre de cette manière-là. Parce que sinon, c'est un monde qui peut être vraiment immense. Donc voilà, ça c'est un exemple des formations, des premières formations qu'on a pu faire. Donc nous, notre métier, comme disait Jean-François, on est sur le développement. Donc les premières formations vraiment orientantes, on a fait une sur l'intégration du numérique responsable dans la stratégie de l'entreprise, une dédiée à l'éco-conception. On a formé quelques collaborateurs à l'ACV et puis toute la partie achat responsable. La DSI est pas mal impliquée. Est-ce que tu veux présenter en fait, il y avait ça pour dire que effectivement sur la conception, l'éco-conception ou la conception responsable, il y a effectivement tout un travail qui doit s'inscrire sur l'ensemble de cycles de vie de production de services numériques. C'est vrai qu'on a des gros leviers. Mathias en parlait tout à l'heure, sur la partie plutôt amont, sur la partie conception. Donc c'est là qu'on va travailler notamment avec l'UX et l'UI sur la réduction en fait de l'empreinte du service, en travaillant aussi sur l'économie de la fonctionnalité, sur la sobriété, qui sont vraiment
des leviers importants. Et puis après, il y a effectivement après tout ce qu'on appelle green code pour avoir un code qui soit le plus économe possible, qui soit le plus sobre possible, qui soit le moins consommateur possible de ressources. Donc, ça veut dire limiter le nombre de requêtes, ça veut dire limiter effectivement les accès au serveur. Et donc, ça, on revient à des fondamentaux, hein, d'avoir un code qui soit un code de qualité et un code qui soit effectivement économe en data. Et donc, ça veut dire aussi derrière performant. Donc, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que par rapport à l'éco-conception, il y a vraiment cette question de est-ce que éco-concevoir, ça coûte plus cher. Il y a effectivement cette crainte, et nous, on se l'est posé, c'est de dire, ben, dans la mesure où on propose un service éco-conçu, si on doit être plus cher que la concurrence, ça va être un handicap. Et donc, il y a en fait aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'avec l'éco-conception, effectivement, ça veut dire faire les choses correctement, ça veut dire optimiser le code. Et donc, on peut avoir des délais ou des charges qui sont unitairement un petit peu plus élevées. Par contre, le fait de travailler sur le périmètre, et de se dire, ben, on concentre vraiment les efforts sur les fonctionnalités essentielles, et puis potentiellement, il y a des choses qu'on écarte parce qu'on se rend compte que c'est des fonctionnalités qui ne seront pas ou peu utilisées. Du coup, on arrive vraiment à contrebalancer, à avoir quelque chose d'équilibré. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait d'études. On se rend compte qu'on arrive vraiment à être performant économiquement. Et voilà, donc c'est aussi un argument important à avoir en tête. Je peux vous interrompre éventuellement. Est-ce que vous pouvez expliquer comment sont calculés 60%, 15% et 25%? Comment ils sont calculés? Oui, comment vous, enfin, qui sait, voilà, comment sont calculés? Comment on sait que cette partie conception fonctionnelle et technique représente 60% des impacts? Ça veut dire quoi et comment ça a été? Ben ça, c'est des chiffres qui sont fournis par le Green IT. Hein, donc voilà. Après, il y a, si vous voulez, à partir du moment où une page web, vous savez que le poids d'une page web a augmenté de 115 à peu près 115% en 15 ans. On a des choses qui explosent à partir du moment, en intégrant la vidéo, en fonction de la manière dont si on cherche toutes les données sur une page, et si on charge, je dirais, une table, les 1500 enregistrements d'une table d'un coup lorsqu'on lance la page, le fait de dire ben, on va charger uniquement, on va afficher uniquement les données qui nous intéressent, ça veut dire que ça c'est quelque chose qui se travaille au niveau de la conception en amont, au niveau de la conception fonctionnelle. Et donc, à partir de là, c'est vraiment là qu'on va avoir le plus d'impact quelque part sur les traitements, les appels serveurs. Voilà, si on a une conception, si on a une ergonomie qui n'est pas pensée au départ de manière dans ce sens-là, le développeur, il pourra faire tout ce qu'il veut en termes d'efforts. Il aura un impact vraiment minime, en fait. Et, alors, par rapport à la question de cette façon, c'est la question clé, hein, celle de la mesure que vous posez. Hein. Enfin, je pense que c'est vraiment celle qui préoccupe tout le monde. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, dans les étapes, donc comme on le disait, il y a des actions, comme vous avez vu, qui se retrouvent à tout niveau de l'entreprise, hein, dans la façon de faire des choix d'achat ou autre. Et puis, il y a notre propre cœur de métier où les méthodes se retrouvent adaptées, elles évoluent pour pouvoir inclure ces préoccupations-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur ces ABAC qui sont issus de travaux que nous, on n'a pas menés. Ça nous a permis de tout de suite, en fait, se documenter dessus, se former dessus, mais d'adapter, nous, les méthodes qu'on décide de déployer. Pour autant, là, le prochain défi qu'on veut relever, c'est que, mais on n'arrête pas en fait de peser le pour et le contre, c'est comment venir apporter cette preuve de l'économie pour les personnes qui auront fait ces choix-là, que ce soit avant pour qu'elles soient annoncées, mais que ce soit après aussi en termes de matériellement prouvé, parce qu'on sait que pour certaines organisations, ça va être très important. Et là, le juste milieu, c'est toujours la question de trouver la juste énergie à mettre, parce qu'on peut le voir avec des travaux sur les ACV, VS et les ACV simplifiés, c'est exactement la même question qu'on va pouvoir se poser. C'est finalement analyser un cycle de vie d'un logiciel ou d'un service numérique. Ça peut être, c'est des arbitrages, c'est vraiment toute une démarche de choix qu'on va faire pour pouvoir correctement mesurer que les économies en termes d'énergie qu'on va faire à un endroit ne vont pas être déportées à une autre étape. Mais tout le temps que va demander
le temps investi et les moyens investis pour pouvoir établir cette mesure, voilà, c'est jusqu'où on pousse le curseur. Et c'est une vraie question. Et bon, il se trouve qu'en parallèle, il y en a certains qui, à mon avis, ont beaucoup avancé sur des outils qui demain seront disponibles sur le marché. Donc, ça bouge, hein. Les réponses qui vont arriver, elles arrivent. Mais c'est une vraie question, ça, hein, jusqu'où soi-même on investit dans la mesure. Sur la mesure dans ce domaine-là, on peut partir dans une démarche qui peut être extrêmement coûteuse et puis jamais totalement satisfaisante. Enfin, après, elle est déjà très bien, hein, rien que de la faire, mais voilà, c'est la partie presque qui est la plus complexe. Après, l'intégration des pratiques d'éco-conception, c'est pas simple, hein. C'est-à-dire que, je vais quand même dire les choses telles qu'elles sont. Nous, on est parti du référentiel de conception responsable des l'INR, où il y a en fait 300 ou 400 recommandations qui sont ventilées à chacune des étapes du cycle de production de services numériques. Et on est en train, nous, de travailler à l'élaboration de notre propre référentiel. Et ça prend du temps et il ne faut vraiment pas sous-estimer ni la complexité, ni la charge associée à cette partie-là. Nous, c'est un des challenges qu'on a aujourd'hui. C'est le fait d'embarquer, que ce soit les chefs de projet, que ce soit les développeurs, que ce soit les concepteurs, à intégrer ces bonnes pratiques et en faire en sorte que ce soit des réflexes pour eux dans leur quotidien. Et voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas de normes aujourd'hui sur l'éco-conception. Il y a un référentiel qui va être bientôt publié, si ce n'est pas déjà fait par l'INR. Voilà, ça peut être un très bon socle, un très bon point de départ pour justement intégrer des bonnes pratiques d'éco-conception et de former les équipes à l'éco-conception. Donc, nous, aujourd'hui, on accompagne des organisations comme Pierrefa, par exemple, qui souhaitent éco-concevoir leur service numérique, part du référentiel de l'INR qui dit, tiens, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça et comment est-ce qu'on fait pour se l'approprier. Donc, on a des personnes, effectivement, de chez nous qui ont travaillé sur la conception du référentiel, parce que c'est un référentiel qui a mobilisé 110 personnes, en fait, 110 organisations différentes. Donc, il y a eu 110 contributeurs. Et donc, voilà, c'est pas un petit sujet. Alors, je ne sais pas si je peux continuer mes questions. Enfin, je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de choses à présenter, mais c'est toujours sur le sujet de l'éco-conception, donc je me permets de poser la question là. Ça sera peut-être plus efficace. Donc, moi, je trouve ça vraiment très intéressant, votre retour d'expérience, notamment parce que vous êtes dans la posture du prestataire développeur d'applications. Et donc, moi, et donc, ça me parle beaucoup parce que je pilote une boîte qui fait le même métier que vous. Et en fait, souvent donc nous, quand on est appelé, et puis j'ai vu que vous faisiez du développement en mode projet, donc j'imagine plutôt en mode forfaitaire, sur la base de cahier des charges. Enfin, souvent, quand on est appelé, la conception, elle est déjà un peu en grande partie posée. Oui. Donc, comment vous arrivez, en fait, ma grande question, c'est comment vous arrivez à embarquer vos clients là-dessus? Parce que souvent, quand les clients ils arrivent chez nous, nous, prestataires de développement informatique, ils ont déjà une idée très claire de ce qu'ils veulent. Ils ont déjà souvent un cahier des charges dont il est difficile de déroger, de s'abstraire. Enfin, et donc, comment comment vous réussissez à embarquer les clients sur cette démarche? Alors, c'est pas un petit sujet, c'est une vraie question. Alors, on a aujourd'hui, effectivement, des organisations qui viennent vers nous parce qu'elles ont compris qu'on avait ce positionnement et qu'on était capable de les accompagner dans une conception responsable. Donc, elles arrivent sans conception déjà faite et… Elles ont un projet, elles nous disent, ce projet, on veut l'éco-concevoir, comment est-ce qu'on fait? Donc là, il y a tout un travail. L'idée, c'est vraiment d'associer dans les phases UX, notamment les utilisateurs, pour voir ce qui va être vraiment utilisé pour avoir un service qui soit utilisé derrière et utilisable. C'est la règle des 3 U et on intègre vraiment les utilisateurs dans ces réflexions amont parce que ce sont souvent eux qui sont les mieux placés pour dire ce qui va être vraiment important pour eux et on travaille vraiment sur ces fonctionnalités qui sont essentielles, qui vont avoir le plus de valeur ajoutée pour eux. Donc ça veut dire un travail collaboratif en amont, mais ça veut dire effectivement qu'il y a cette ouverture au départ et cette acceptation de renoncer ou de co-construire un périmètre ensemble. Donc, il y a de plus en plus d'organisations qui ont cette sensibilité-là et qui ont bien compris qu'il y a
vous le disiez tout à l'heure, il y a 45% ou 50% des fonctionnalités aujourd'hui qui sont pas utilisées. C'est une étude aux États-Unis qui a été menée en 2016, je crois, donc à grande échelle. Donc, c'est vrai qu'il y a des économies. Quand on explique à un client qu'il peut faire des économies parce que dans son cahier des charges, il y a potentiellement 40% ou 30% ou 50% des fonctionnalités qui ne vont pas être utilisées, eh ben, ça fait réfléchir quand même. Voilà. Alors, effectivement, ce n'est pas toutes les organisations, ce n'est pas tous les clients qui sont ouverts à ça, mais on a de plus en plus de clients qui viennent en disant on a une idée de développement. Ils n'ont pas forcément l'idée de la conception responsable, mais quand on leur parle de conception responsable, c'est quelque part, ça vient appuyer la nécessité et le fait d'avoir vraiment une intégration des utilisateurs et une réflexion du périmètre en amont pour aller sur ce qui va être vraiment essentiel. Alors, je me vais me permettre un parallèle, parce que ça va aussi vous parler, c'est que nous, finalement, on s'aperçoit en intégrant les pratiques numériques responsables qu'il y a quelques années, il y avait des choses qu'on appelait démarche qualité. Et il y a beaucoup de parallèles qu'on fait avec une démarche qualité. C'est vrai qu'on avait déjà l'habitude. Donc, il y a vraiment, je pense, un travail sur la posture. C'est-à-dire que les personnes qui vont être sur les avant-ventes aient le courage, entre guillemets, d'aller au bout de leurs idées et de challenger une attente très ferme d'un client. Donc ça, il y a vraiment quelque chose sur la posture, et la posture, elle va être soutenue par justement cette vision affichée par l'entreprise. Nous, à partir du moment où on a affiché cette vision, ça a changé plein de choses, parce que plein de décisions qui des fois étaient pas faciles à prendre pour les collaborateurs, ils se disaient, mais la vision qu'on nous a dit, qu'on est censé vivre au quotidien, c'est celle-là. Donc, selon nous, comment elle se traduirait, cette vision? Ça donne beaucoup de poids, parce que si à un moment donné, ils doivent dire des choses qui sont pas forcément ce que le client, lui, avait entendu, ils savent que quelque part, c'est vraiment soutenu par la démarche entreprise. Donc après, il y a cette posture qui va viser à challenger. Et puis, le premier ticket d'entrée qui est facile, c'est de dire, nous, on a fait le choix d'adopter certaines normes parce qu'on y croit, parce que pour nous, ça permet de faire de vous délivrer des outils qui seront les plus durables. Ça, c'est notre façon de faire. On l'avait déjà avec la qualité à l'époque, des clients qui nous disaient, mais on ne pourrait pas sacrifier finalement telle manière de développer, ça risque de vous coûter plus cher plus tard, monsieur. Et donc, mais finalement, c'est une déclinaison de cette logique-là. Je sais, voilà, c'est pour donner un peu nous, la manière dont on l'aborde. Et puis après, par contre, si on le sent réceptif, on va lui donner des exemples. On va essayer de toucher la partie qui va être la plus réceptive chez lui. Et puis, quand il va commencer à se poser des questions et à être sensibilisé, là, on va pouvoir même, quelquefois, on arrive à le mettre, à l'inscrire dans les enjeux du projet et à réviser avec eux les objectifs. Alors, il y en a qui arrivent, et ça, c'est hyper facile quand c'est dans leurs objectifs. Quelquefois, on arrive à les faire ressortir comme un objectif qu'on va partager finalement tous ensemble. D'autres fois, on dit, voilà, sachez que chez nous, il y aura à minima un socle qui comprend ceci, mais pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher, ça vous coûte le prix du projet. Après, si vous avez moins cher ailleurs parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, voilà. Mais on va revenir sur ce genre de discussion-là. C'est vrai que souvent, l'argent parle aux gens, quoi. C'est malheureux, mais quand on arrive à traduire ça en équivalent en pépette, c'est hyper important de leur expliquer que ça ne va pas leur coûter plus cher, quoi. Pardon? Que ça ne va pas leur coûter plus cher. Éco-concevoir un service numérique, ça ne coûte pas plus cher que de travailler sans éco-conception. Moi, ça, j'en suis absolument convaincu. Alors, oui, vous avez dit que... alors, je n'ai pas compris si vous avez déjà démontré ou si vous allez démontrer, vous espérez démontrer que ça ne coûte pas plus cher, mais quelque part, vous avez dit que c'est parce qu'on va réduire un peu le périmètre quand même. On va réduire le périmètre parce qu'on va démontrer que réduire le périmètre ne change pas la valeur du service. Donc simplifier les fonctionnalités, c'est renoncer à certaines fonctionnalités, puis c'est aussi avoir un service qui va être maintenable et durable, parce qu'il y a oui, tout à fait. D'avoir un code de qualité, d'avoir un code. Et puis après, quand on a des données dans le cloud, vous payez la donnée à la consommation, moins vous avez de données qui transitent, moins vous payez. Donc ça, c'est aussi quelque chose contre en ligne de compte. Alors, je n'ai pas compris, vous avez déjà démontré que vous étiez… On n'a pas démontré encore. D'accord, ok. Vous espérez… En tout cas, aujourd'hui, on voit qu'on est compétitif, c'est-à-dire que aujourd'hui, on propose, nous, des services éco-conçus et quelque part… Et vous gagnez. Et on arrive à être retenu face à des entreprises qui n'éco-conçoivent pas leurs services. Donc, on en déduit qu'on arrive à être compétitif. Et
Et est-ce que c'est pas pour des clients qui ont envie de montrer qu'ils font de l'éco-conception pour montrer, c'est pas de l'affichage, chez vos clients chez qui vous signez? Alors, pour l'instant, ça, c'est encore très frais. Je pense que ça va se poser. En fait, moi, ce que j'aurais répondu à cette partie-là, c'est que nous, d'une part, il y a l'intention interne à l'organisation. Donc, nous, quand on va en parler avec conviction, mais après, les leviers, ils vont se limiter à un certain périmètre. Pour autant, il y a d'autres, on va dire, facteurs externes qui viennent se rajouter. Il y a l'évolution de la loi. Il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est quelque chose, Hélène en a parlé, hein, qui va pousser aussi à un moment donné les organisations à se mettre en mouvement, même si c'est quelquefois un petit peu contrainte et forcée. Nous, l'idéal, c'est certain, c'est quand on va rencontrer des personnes qui vont vibrer avec les mêmes valeurs, la même vision. Mais de toute manière, ça rejoint déjà une vision qu'on avait, nous, des relations durables avec nos clients. On va dire que d'une manière générale, nous, la collaboration one shot, à la fois pour qu'ils puissent dire on a fait travailler une boîte labellisée et puis nous, quelque part, un projet intéressant, c'est pas quelque chose c'est même quelque chose qu'on va chercher à éviter. Donc, on se donne les moyens de travailler cette relation pour qu'elle ait du sens. Et ce qu'on pense, c'est que voilà, tout le monde peut trouver son bon partenaire. Puisqu'on est tous différents et et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt attirer et se faire connaître auprès de clients pour qui on va être le bon partenaire. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça va venir éliminer certaines difficultés finalement, en essayant finalement, le fait de se recentrer sur l'essentiel, c'est un guide qu'on va retrouver dans beaucoup de choses, à la fois dans la méthodologie, mais dans la manière de tisser la relation, dans la manière de voilà, et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très aidant. On avait fait une toute petite synthèse sur ce qu'on a mis quelques facteurs clés de réussite. C'est vrai que en fait, qui sont nos facteurs. On ne Oui, oui. considère pas que c'est une recette à appliquer partout. Il n'y a pas, comme le disait Mathias, de recette univoque, absolue, qui marchera pour tout le monde et de manière homogène. Oui, ça, c'est ce que nous, on a pu retirer, ce qu'on a eu l'impression qui étaient en tout cas des facteurs clés pour nous dans notre approche. Ça nous a beaucoup, beaucoup aidé de pouvoir nous appuyer sur cette raison d'être de la vision d'entreprise. C'est quelque chose qui est hyper structurant, qui donne vraiment un tuteur, un guide, une étoile à poursuivre. Et ça, c'est super. Ça a été très puissant à partir du moment où on savait pourquoi on allait dans une direction. La sensibilisation globale, on en parlait, plus les gens sont eux sensibilisés, eux-mêmes convaincus, plus c'est simple après de traduire ça ensemble en action. La montée en compétences, ça c'est une vraie marche. Ça va demander, ça vient après la sensibilisation, mais ça va demander là aussi de la curiosité. Le fait d'accepter qu'on est sur un monde qui est en train de bouger, qui se structure, un domaine qui se structure. Diffuser. Donc là, nous, on a pu beaucoup s'appuyer sur, parce qu'on n'a pas présenté, mais toute notre organisation, pareil, autour de l'intelligence collective, fait qu'on a beaucoup de maillage et de groupes de travail qui sont transverses. Et donc ça, en termes de diffusion, c'est hyper participatif dans la démarche. Et en plus, dès lors qu'il y a une orientation qui fait l'unanimité ou que le groupe a choisi, poum, ça se diffuse très, très facilement. Bien évidemment, fédérer. Et puis, apporter du concret. Les personnes, elles ont besoin à un moment donné d'avoir des choses palpables. Et donc là, le fait, pareil, d'avoir 19 engagements avec le label, on tient nos collaborateurs informés de où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'on en est par rapport à ces engagements, on les suit. Et ça vient aussi jouer sur l'adhésion. Donc, nous, on l'a vraiment vu, Mathias parlait tout à l'heure d'une opportunité de s'inscrire dans quelque chose de positif, qui vient apporter du baume au cœur dans un monde où tout va mal. Voilà. Et ça, c'est vrai que après, finalement, c'est mettre au service cet outil et cette orientation que prend le monde et la société, mais au service de votre propre histoire d'organisation. C'est vraiment ça la clé. Et c'est pour ça que comme il y a tout, bien sûr, l'implication de tous, et on terminait par
juste cette petite phrase-là, c'est-à-dire de vous faire confiance. On l'a vu, ça peut commencer par des premières actions avec la gamification sur des mails, de la sensibilisation. Les pas, les premiers pas, ils sont hyper nombreux, donc forcément, il y en a qui peuvent être accessibles. Et nous, ce qu'on va, on partage, c'est de faire ceux qui vont pas coûter trop, parce qu'une fois qu'on a fait les premiers, ça encourage. Et nous, le côté participatif aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'on a laissé de la latitude et de la marge de manœuvre à des collaborateurs qui étaient passionnés par ces questions-là. Ça, je pense, ça aussi. Le fait d'avoir des référents et des ambassadeurs en interne, des personnes qui sont capables effectivement d'apporter la connaissance, d'encourager, de soutenir, de montrer la voie, c'est aidant et puis c'est rassurant parce que quand on parle d'éco-conception, c'est vrai que si on regarde juste le référentiel d'éco-conception, de conception responsable de l'INR, c'est monstrueux. Ça peut faire peur. Et le fait d'avoir des personnes qui sont capables d'expliquer, d'accompagner et de relativiser aussi tout ça, et d'aider, c'est un super point d'appui. Voilà, on a fini, désolé, on a pris beaucoup de temps. On a essayé de. Voilà, c'est que notre expérience. Ouais. Et si vous avez des questions, comme Catherine, n'hésitez pas. On a été peut-être un petit peu long, il est 13h30. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Super retour d'expérience. Moi, je trouve ça très. On a envie de vous suivre. C'est bien le but parce que voilà, si on est la seule organisation, et ce n'est pas le cas, mais on voit bien qu'il y a une mise en mouvement, mais que au niveau de la société, il y a une prise de conscience, mais la transition numérique qui s'impose, elle pourra se faire que si beaucoup d'organisations passent le pas, quoi. Il y a vraiment cette idée, Fabien en parlait tout à l'heure, c'est de se nourrir des expériences des uns des autres, de se donner des idées et de partager ce qui marche moins bien. Et c'est tout un écosystème qui doit se mettre en mouvement. Super, merci vraiment, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Merci Hélène aussi. Et Anne ou Mathias, est-ce qu'on a encore un peu le temps pour quelques questions, puisque Mathias, il y en avait sur le chat? Oui, bien sûr. On peut prendre tous ceux qui peuvent être en ligne. Là, c'est le temps où on crame toute notre planète en allumant toute notre visio. Voilà. Moi, si je peux intervenir. Alors, j'avais mis une question, mais en fait, vous avez répondu un peu. Alors, il y avait beaucoup de sujets, donc presque, j'ai envie de dire, je suis presque frustré parce que la première intervention m'intéressait, Hélène avait bien proposé aussi. Donc, en fait, on a envie d'interagir et de poser des questions. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire 3 épisodes? Voilà. Mais juste, il y avait une question, tu as répondu un peu, Jean-François, mais je vais la reposer. C'est quoi le frein majeur au déploiement massif, on va dire, des pratiques de numérique responsable? Quand je parle de massif, c'est un changement de mentalité auprès des individus et des organisations. Tu as répondu un petit peu, mais auprès des individus, au niveau des organisations, j'ai un petit peu expliqué, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment des services RSE, il y a des individus qui ont envie d'y aller, mais qui se heurtent à une forme d'inertie. Et il faut que l'organisation, elle soit au plus haut niveau impliquée et volontaire sur ces sujets-là. On le voit chez chez Pôle emploi, il y a une DSI qui est hyper impliquée, qui veut lancer des choses, mais il n'y a pas aujourd'hui une gouvernance, pour parler que de cette organisation-là, qui est vraiment intentionnelle sur le sujet. Donc, ça crée des frustrations, ça crée des points de frottement et l'inertie. Donc, voilà, je pense que le fait de sensibiliser et juste le fait de former, si vous arrivez à sensibiliser, à former un COMEX ou des dirigeants, à partir du moment où ils ont bien compris les enjeux et aussi les bénéfices qu'il peut y avoir à transitionner et à mettre en œuvre une démarche numérique responsable, c'est gagné. Mais il faut, parce qu'il y a encore beaucoup j'allais dire, d'ignorance ou de manque de connaissances sur ces sujets-là dans les directions, dans les COMEX.
si je peux rajouter un complément à la réponse de Jean-François, dans le cas de NTT, là où j'ai vu beaucoup de freins, c'est à la non-connaissance des gens, en fait, notamment en termes de conception de services. On a vu de gros écarts, en fait, entre des personnes qui avaient une vraie appétence pour le sujet parce qu'ils s'intéressent au sujet, qu'ils participent à des webinaires, par exemple, comme aujourd'hui, ou se renseignent par eux-mêmes. Mais ce n'est pas une culture qui est naturellement induite dans les entreprises. Voilà. Et donc ça, par exemple, nous, de notre côté, on milite auprès de la DRH pour lancer un vaste plan de formation au sein de notre entreprise pour que ça touche tout le monde, en fait. Autant les équipes commerciales que les équipes d'avant-vente qui, aujourd'hui, proposent des solutions sans des solutions, évidemment, pas d'éditeurs, mais de fabricants, sans même les avoir réfléchis, en fait, sans même les avoir vraiment, sans avoir eu, comme le disait Isia tout à l'heure, toute cette démarche de conception, quoi, de réflexion sur le sujet. Et je pense que sensibiliser, c'est une première étape, mais pour enlever les freins, il faut vraiment former les gens au sujet. Et après, il y a quelque chose, Fabien en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a un projet de loi, là, il y a un projet de loi qui a été déposé et qui a été voté par le Sénat et qui est en cours de rélecture à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que toutes les administrations et collectivités intègrent des clauses d'éco-conception dans les achats de services numériques. Donc, ça, c'est quelque chose qui va faire forcément bouger les lignes. Ça veut dire que demain, une administration ne pourra plus passer de commandes, ne pourra plus travailler avec un prestataire ou faire développer des services numériques qui ne sont pas éco-conçus. Donc ça, c'est quelque chose, ça va devenir réglementaire, Fabien le disait. Et puis, il y a aussi aujourd'hui l'ADEME qui soutient, qui met en place un vaste dispositif d'aide pour subventionner les entreprises qui souhaitent éco-concevoir leurs services numériques. Moi, si je peux rajouter un petit point, ce que j'ai senti moi ces 5 dernières années, c'est on est vraiment passé. Le frein principal il y a quelques temps, c'était, moi je me souviens quand j'en parlais autour de moi, c'était quand je disais voilà moi je fais de l'éco-conception, la réponse c'était pour les personnalités les plus bienveillantes, c'était bon ok par nous ça 5 minutes et puis on passe à autre chose. Et pour les pires c'était t'as rien compris, il n'y a que le business as usual qui fonctionne. Et ce que j'ai vu moi ces 5 dernières années, c'est une évolution des choses. C'est-à-dire que de fait, on a de plus en plus d'exemples qui nous montrent et qui montrent du coup aux plus réfractaires que finalement faire de l'éco-conception, ça coûte pas forcément plus cher au moment de la réalisation, c'est ce que nous a présenté Isia, mais que du coup tu peux aussi basculer dans le côté génial de l'éco-conception, c'est que une fois que c'est sur place et que c'est en place, bah, en fait tu fais énormément gagner, que ce soit en termes d'infrastructure, de maintenance et de choses comme ça. Et ça, c'est voilà. Et ça, de fait, si tu veux, ça aide, enfin, pour moi, c'est un élément extrêmement important pour justement enlever les freins et accélérer le processus. Et d'autre part, et ça, moi, je m'en rends compte de plus en plus, que j'ai la chance de faire des cours à l'université et dans quelques écoles d'ingénieurs, il y a une vraie appétence chez les jeunes. Notamment en informatique, de dire moi, je vais pas aller polluer le monde. C'est-à-dire que là où, encore une fois, il y a 5 ans, je me souviens, le premier cours que j'ai fait en éco-conception à Polytech Montpellier, j'ai eu un mec qui m'a dit ouais, non, mais moi, j'ai pas envie de m'inscrire dans le truc comme ça. Le dernier cours que j'ai fait, sur 40 étudiants, j'en avais une quinzaine qui m'ont dit moi, je vais sérieusement me poser la question de l'endroit où je vais atterrir. Donc, de fait, en fait, c'est là où je considère vraiment qu'il y a un vrai changement de rythme, en fait. Et c'est super. Et du coup, les freins, même pour les plus réfractaires, vont se desserrer parce que, de fait, ils vont avoir de plus en plus de mal à répondre aux appels d'offres. Ils vont avoir de plus en plus de mal à recruter des jeunes qui sont motivés pour aller bosser, même avec des forts salaires. Et tout ça va faire que ça peut transitionner. Après, c'est pas simple.
Et effectivement, il y a plein d'aspects qu'on ne connaît pas encore et sur lesquels Ouais. on doit encore bosser. Et voilà, il n'y a pas de solution miracle, mais je pense qu'il y a les moyens de faire évoluer. Non, après, il y a quand même cette idée de revenir à des fondamentaux qu'on apprenait, nous, à l'école, quand on était à l'UT ou quand j'étais moi à l'UT, de dire on essaye d'optimiser au maximum parce que la mémoire et la data, ça coûte cher, quoi. C'est Et clair. donc, c'est vrai qu'on a perdu de vue avec l'explosion des espaces de stockage et de la taille des tuyaux. Il y a des choses qu'on a un petit peu perdu de vue et c'est revenir un petit peu à des essentiels. Mais c'est vrai pour le numérique, mais c'est vrai pour, pour plein d'autres choses, quoi. Voilà, limité. Mais voilà, après, c'est cette question de l'illimité dans un monde fini, à un moment donné, ça ne tient pas. Moi, j'aimais beaucoup l'intervention d'Hélène, là, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est le fait de chausser des lunettes adaptées, c'est-à-dire finalement, tout ce qu'on va regarder dans les actions d'entreprise, on les regarde avec un prisme. Et je trouve que c'est vrai que la démarche de sensibiliser ou former tous les individus, mais plus on va démultiplier la capacité de chacun à se poser une question à un moment donné, à la partager avec ses collègues, plus on va avoir de chances de s'être posé des questions avant d'acheter quelque chose, d'investir dans un outil. C'est vraiment une façon de regarder les choses. Ça, c'est pour la mise en mouvement. Je pense que, moi, je crois beaucoup que ça passe par les individus qui eux-mêmes comprennent, parce que c'est vraiment ça qui est puissant. Et pour le truc de la loi, pour certains qui auraient vécu douloureusement les derniers mois autour de RGPD, il ne faut pas se leurrer, ils vont aller un peu vers la même histoire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose, et on a un vécu récent autour de tout ce qui a concerné la RGPD et l'évolution de la loi autour de ça, de ces questions-là. Il y a de fortes chances qu'autour de tout ce qui est responsabilité numérique, ça prenne un petit peu le même chemin. Donc, au plus tôt on anticipe ces questions, au moins on revit les courses des dernières minutes que certains ont vécues. Ça peut en sensibiliser certains. En fait, c'est essayer de revenir sur des choses qui vont toucher les gens en fonction de de là où ils sont réceptifs. Après, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu le label numérique responsable et le fait d'être aujourd'hui, d'avoir ça nous a donné quand même une certaine visibilité sur le sujet. C'est vrai que du coup, on a aujourd'hui des acteurs qui viennent nous voir, des organisations, en nous disant on aimerait avoir une photo là, pour savoir d'où on part, parce que c'est le premier pas. Et aujourd'hui, on a signé des jolis comptes et ça nous a offert, c'est aussi un vecteur, ce que je veux dire, c'est aussi un vecteur de développement du business. Et peut-être pour Mathias qui avait partagé la vidéo, un livre qui peut être vraiment intéressant à lire, parce qu'il fait un bon tour d'horizon, c'est le livre de Vincent Courboulet, qui est sorti assez récemment. Ça peut donner pas mal de matière. Ouais. Alors moi, j'évoque pas un frein, mais une objection, si on peut dire ça comme ça. Je pense que le RGPD, c'est une démarche qualité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une démarche liée sur la qualité de la donnée ou le contrôle de la donnée. Mais la particularité de la démarche numérique responsable aujourd'hui, c'est qu'on est sur une démarche qualité parce qu'on n'arrive pas à mesurer. Mais je ne sais pas si on doit aller sur… je me pose la question de mesurer les impacts. Et aujourd'hui, le RGPD, ce n'est pas grave si on ne mesure pas les impacts. Il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de gain pour en parler parce que c'est du contrôle de la donnée. Il peut y avoir, pardon Guillaume, mais il peut y avoir une atteinte à l'image d'entreprise si à un moment donné, elle ne respecte pas. Oui, mais c'est gestion de risque. C'est gestion de risque. Oui, mais d'accord. Et en fait, l'indicateur, je parlais d'indicateur parce qu'aujourd'hui, l'aspect environnemental, on dit le numérique aujourd'hui coûte 4%, je ne sais plus les chiffres que tu avais donnés. Voilà. Et en fait, si ça augmente, ça va augmenter encore, c'est exponentiel. Et donc, on va nous regarder, le secteur numérique, en disant, mais voilà, vous ne faites pas votre part du boulot. Et comment on va répondre à ça, sachant qu'on ne sera pas capable de mesurer tous nos efforts. Et c'est ça un peu, je me pose la question de dire à quel moment, enfin voilà, Alors, on n'a pas la réponse aujourd'hui, je pense. Mais, oui. Juste Alors, dans Guillaume, l'épisode… Guillaume, c'est le prochain épisode. Oui, donc c'est on ce peut que pas j'allais tout dire. savoir. Le prochain épisode, c'est comment on mesure. En fait, c'est la transition parfaite. Le 22 juin. Ouais. Moi, je peux te faire un teaser, c'est qu'on ne peut pas tout mesurer,
Mais l'important, c'est que tout ce que tu vas mesurer, tu dois être enfin, il faut le faire ressortir. Et finalement, n'importe quel gain est déjà un gain substantiel et qu'il faut mettre en avant, en fait. Finalement, te poser la question de savoir comment dire, à quel point, enfin, combien coûte l'envoi d'un paquet sur le net entre ton serveur et le terminal de ton client, si t'es pas capable de le mesurer, ce que grosso modo personne n'est capable de mesurer, parce que de fait, selon l'endroit où est ton serveur et les deux terminaux différents, si tu en as un à Singapour et l'autre à Aix-en-Provence, bah, si ton serveur est à Lyon, forcément, tu as le même paquet, il va coûter beaucoup plus cher pour aller à Singapour. Mais en revanche, si tu es capable de dire que toute chose étant égale par ailleurs, tu as divisé par 2 le nombre de paquets que tu envoies, bah, en fait, tu as mesuré. Tu n'es pas capable de dire ça coûte tant de, je fais tant de tonnes de CO2 par an, mais en revanche, tu peux dire par rapport à mon ancienne infrastructure, j'ai divisé par 2. Et déjà ça, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, des valeurs relatives. C'est ça. Ça sera déjà gagné. Il y a une question sur le chat, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Il y a Franck qui demande qu'est-ce que vous pensez de la fresque du numérique pour sensibiliser? Moi, je pense que c'est pas mal. Alors, je ne l'ai pas suivi dans le détail, mais il y a quelqu'un chez nous avec qui vous êtes en contact, hein, qui en parlera mieux que nous et qui est co-animateur, je crois, qui est capable de faire ça. Donc, je n'ai pas de conviction par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un autour de la table veut répondre? Parce que je ne sais pas si c'était pas forcément une question à Isia. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je pense que c'est un bon outil. Je l'ai fait à titre personnel. Je pense que c'est un bon outil. Ça a aussi été une suggestion qui a été faite à NTT qui n'a pas été retenue, pour le moment en tout cas, parce que ça permet aussi de fédérer les gens autour d'un atelier de façon à engager les conversations et engager les sensibilités. Déjà, moi, je suis plutôt positive sur cet outil-là. Je suis juste un peu frustrée que ce soit si court finalement. Alors, ça dure 3 heures, ça peut être long, mais au final, c'est court parce que ça peut lancer des débats qui sont très intéressants. Voilà. Moi, juste, ça me fait penser à quelque chose, c'est que nous, en interne, on a créé un espace où on stocke des ressources, que ce soit des livres ou des podcasts, ou voilà, et on a effectivement pas mal de partages entre nous. Quand il y a une intervention de Jean Covici ou de Biwix, voilà, et que c'est intéressant, ben, c'est poussé, c'est partagé. Et ça contribue aussi quelque part à diffuser et à la sensibilisation, puis aussi à la montée en compétences et en connaissance sur le sujet. Bien, on va peut-être. Il y a, j'en terminerai peut-être là-dessus, INR qui a fait 2 MOOC pour présenter ce qu'est le numérique responsable. Vous avez une version en 30 minutes et une en 5 heures, c'est gratuit. Donc, à regarder en basse définition, bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose à partager en interne. Ils sont plutôt bien faits. Oui, tout à fait. Pour le coup, ça faisait partie des liens que j'avais mis à la fin sur le MOOC. Moi, j'ai fait celui de 5 heures, enfin, c'est en cours, et effectivement, il est très bien fait, et c'est une très très belle introduction, très clairement. Anne, Ronnie, nous concluons. Oui, écoutez, cette invitation à aller se former, tous. Oui, je pense que on pourrait continuer comme ça. C'est très intéressant ce débat. Là, l'idée, ce qu'on a eu à la Factory numérique responsable, c'est effectivement de faire des épisodes et donc de monter à chaque fois des sujets par épisode pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, effectivement, le prochain, c'est le 22 juin où on abordera cette question de la mesure qui revient effectivement à chaque fois. Comment on mesure, qu'est-ce qu'on mesure, comment on peut mesurer. Voilà, et à chaque fois, on va essayer de vous apporter des réponses sur ces sujets. Je ne sais pas si Ronnie… Oui, pardon, Jean-François. Si vous souhaitez qu'on fasse à un moment donné un focus sur l'éco-conception de services numériques, c'est un sujet effectivement sur lequel on peut intervenir et on
vous visez une personne ou deux chez nous qui sont bien au fait de ces sujets-là, si ça vous intéresse, qu'on fasse un atelier, là, pas un atelier, mais un webinaire là-dessus, ça sera avec plaisir. Parce qu'après, il y a l'éco-conception, puis la conception responsable qui intègre les questions d'accessibilité, d'éthique. C'est un petit peu plus large que la seule éco-conception. On va mesurer l'empreinte environnementale. La conception responsable englobe aussi l'accessibilité, l'aspect éthique, l'inclusion. Bon, on note, hein, parce que ça pourrait être un sujet d'un atelier NRD, d'un futur atelier NRD, si vous êtes. Merci pour la proposition. Ronnie, on arrête là? On peut arrêter là, oui. Avant la réunion de 14h. Comme l'a dit Anne, on arrêterait, on pourrait très bien ne pas arrêter, mais il faut arrêter. C'est aussi ça, c'est important. Merci à notre animatrice Catherine, à notre animateur Mathias et à nos témoins pour ces partages très riches. Et puis, rendez-vous pour notre prochain épisode. Merci à tous. Merci à vous. Après-midi. Merci à tous. Merci, bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.